santé au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. L'examen du certificat d'études du premier cycle CEPD a débuté ce jour au Togo. Dans toutes les régions du pays, les jeunes candidats ont pris d'assaut les centres d'écrit. Vous aurez les échos et les comptes rendus donc du démarrage de cet examen un peu partout sur le territoire national dans cette édition. Et puis ce 31 mai, le monde dit une fois encore non au tabagisme. C'est pour cette édition, une alerte est lancée. Le tabac serait une menace pour notre environnement et il urge de mettre fin à la production et à la consommation de cette substance. Et comment arrêter donc de fumer à cette question. Et ce souhait, beaucoup l'ont fait, mais peu l'ont réussi et peu l'ont réalisé. Et dans ce journal, vous découvrirez justement le combat et surtout la victoire d'un ancien fumeur. Voilà donc pour les titres. D'abord, sachez que le président de la République, Faure Essozimna Gnazingbe, est arrivé ce mardi 31 mai à Brazzaville, en République congolaise, pour une visite d'amitié et de travail. Avec son homologue et frère Denis Sassou Nguesso, le président de la République a eu des entretiens en tête-à-tête sur des sujets d'intérêt commun d'ordre bilatéral et continental, notamment sur la sécurité. Et nous reviendrons en détail donc sur cette visite d'amitié et de travail du chef de l'État en terre congolaise dans nos prochaines éditions. Je vous le disais en titre, plus de 200 000 élèves de CM2 sont en examen depuis ce mardi sur toute l'étendue du territoire national. Ils composent pour l'obtention du certificat d'études du premier cycle CEPD. Et comme il est de tradition, les responsables en charge de l'éducation étaient dans certains établissements pour constater l'effectivité du démarrage de l'examen. Et ce matin, c'est le ministre Eke Odin de l'enseignement technique qui s'est acquitté de ce devoir. Antoinette Romaovovo pour le compte rendu. Première épreuve, l'étude de texte. Tété et Yousra font preuve de concentration devant leur copie. 75 minutes, c'est la durée du travail à faire. Et à l'issue du temps imparti, dans le vocabulaire, on a demandé d'expliquer les mots. Il y a A. Mission de l'école. Donne un titre au texte. Je suis contente de passer cet examen aujourd'hui parce que j'aimerais aller au collège. La question c'est très abordable. On va faire éducation sociale, calcul écrit, dessin. Je confie que je vais réussir au CPD pour aller au collège. 209 172 élèves, dont 102 242 filles, composent sur l'ensemble du territoire national. 4 centres d'écrit dans le Grand Lomé ont été visités par le ministre Kokou Eke Odin. Constat. Tout était au point, le matériel est en place, nous avons vu les surveillants de salle en place, nous avons vu les encadreurs en place, les inspecteurs et les autres acteurs, et nous avons vu les candidats et candidates aussi en place et en forme pour affronter les épreuves du CPD et très pressé d'aller en classe de 6e et ça nous a réjouis. Les candidats vont composer dans 11 matières. Ils en ont jusqu'à jeudi pour bien restituer les acquis des 9 mois de cours et décrocher ce précieux sésame, certificat d'études du premier décret qui ouvre les portes du collège. Le démarrage du CEPD session de 2022 est donc effectif un peu partout au Togo. Et tout comme leurs camarades de Lomé et de ses environs, les élèves des régions de la Kara et des Savanes ont débuté également l'examen par l'étude de test. Le compte rendu avec Nestor Mozo et Gérard Lagoudou.
Le CPD, premier examen dans le système éducatif au Togo. Un examen que passent les élèves du CM2, cours moyen deuxième année. Cette année, pour le compte de la région de l'Akara, c'est à l'école primaire publique de Binaparba, dans la préfecture de Bassar, qu'il a été lancé par le directeur régional de l'éducation et le préfet de Bassar. Ils ont donné des conseils aux candidats qu'ils avaient en face, puis ont fait le tour de certaines salles pour constater le déroulement des épreuves. Plus de 21 000 candidats composent cette année dans la région de l'Akara, dans 168 centres. Il est de bon temps que nous puissions rassurer les candidats. Ils sont encore tout jeunes, beaucoup ont peur. Il faut les rassurer et leur demander de garder la sérénité. Et en fait, le CPD, ce n'est pas quelque chose de différent. C'est tout comme les compositions qu'ils ont eu à faire ou les examens de passage qu'ils ont eu à passer quelques années plus tôt. La DRE Kara a présenté 21 060 candidats, dont 9 954 filles. Cet effectif de candidats a connu un déficit d'environ 3,02%. Les épreuves au nombre de 10 vont se dérouler sur 3 jours. Études de test, exercices écrits de calcul, éducation civique et morale et dessin sont les épreuves du premier jour. Au deuxième jour, les candidats composeront en rédaction, en problème et en histoire-géographie. Dictée et questions, calcul mental, éducation scientifique et initiation à la vie pratique sont les matières du dernier jour. Le certificat d'études du premier degré permet à son détenteur de faire son entrée au collège. Les épreuves écrites du certificat d'études du premier degré CEPD session 2022 ont démarré dans la région des Savanes. Après appel et contrôle d'identité des candidats, le coup d'envoi est donné avec l'étude de test pour une durée d'1h15. Pour faire le constat dans la préfecture de Loti, le directeur régional de l'éducation, le préfet de Loti, maire Oti 1, inspecteur et bien d'autres acteurs concernés ont visité quelques centres d'écrit. Tout le monde à son niveau, à commencer par nous-mêmes, les enseignants, les parents d'élèves, que chacun prenne les dispositions pour protéger ces enfants-là qui sont l'avenir de demain, afin qu'ils puissent être à l'école. Et une fois à l'école, que les enseignants prennent les dispositions pour que les enfants puissent continuer de passer leur examen sans être empêchés par ces périodes de pluie. Dans la région des Savanes, ils sont au total 25 144 candidats, dont 11 941 filles à faire face à la porte d'entrée au collège. Par rapport à l'année passée, nous constatons que le nombre de candidats a augmenté de 304 candidats au niveau des différents centres. Tout se déroule parfaitement. Donc c'est avec espoir que nous avons démarré le deuxième examen de l'année, le CPD 2022. Un sincère merci au gouvernement pour tous les moyens qu'ils ont mis à notre disposition et tout le tact qu'ils ont dû utiliser pour que l'année scolaire puisse se terminer en beauté. 165 centres d'écrit ont été retenus et 1314 surveillants mobilisés pour le compte du CEPD session 2022 dans les Savanes. Ces épreuves écrites prennent fin jeudi prochain. Bonne chance à vous. Les centres d'écrit des régions centrales et des plateaux ont également été pris d'assaut par les jeunes candidats ce matin. Le CEPD a effectivement démarré, comme l'ont constaté nos correspondants sur place, Désiré Aloé et Sylvain Rabdou. Ils sont les benjamins des classes d'examen au Togo. 21 016 candidats dans la région centrale vont plancher sur les exercices. Première épreuve, étude de texte. Je suis venue pour passer l'examen. Je suis très contente. Je me suis préparée. Je sais que je vais réussir. J'ai bien appris le cours. Je sais que je vais réussir à cet examen. L'année prochaine, je serai en classe de 6e. Le préfet de Tchamba, accompagné des premières autorités de l'éducation dans la région centrale, sur le terrain pour encourager les candidats. Il n'y a pas d'incident, il n'y a pas de manquement. Le gouvernement a mis le paquet pour que cet examen se déroule dans de bonnes conditions. Les surveillants et les candidats sont dans les salles et tout se passe bien. Nous voudrions saisir cette occasion pour remercier et féliciter le chef de l'État et toutes les autorités de l'éducation pour toutes les dispositions qui ont été prises pour l'aboutissement heureux de l'année scolaire. Ils ont 3 jours pour rendre les copies des 10 matières au programme. Nous sommes aux premières heures de l'examen du CEPD, certificat d'études du premier degré, ici à l'EPP Poussa à Tapamé.
Un centre dans lequel les autorités locales et pédagogiques ont effectué le déplacement pour constater le bon déroulement des épreuves et l'effectivité de cet examen dans les plateaux Est. Nous nous réjouissons que les élèves sont tous là, pour la plupart, et que les surveillants aussi sont au rendez-vous. Et nous pouvons nous dire qu'il y a lieu ici d'exprimer nos félicitations au gouvernement pour avoir cru en une année correcte, sanctionnée par les divers examens, en s'investissant et en investissant beaucoup pour le devenir de nos enfants. En tout, 186 centres d'écrit sont ouverts dans les plateaux Est pour cet examen qui ouvre les portes du collège. La région plateau Est a présenté 29 983 candidats, dont 14 416 filles, ce qui correspond à 48% en proportion de filles. Et cela témoigne des efforts effectués, déployés par le gouvernement depuis le début de l'année jusqu'à alors. Outre le PP Post, bien d'autres centres d'écrit ont été également sillonnés, notamment le PP Nikonakwe, Agbonu Souhaité et Dacha, pour également encourager les candidats au sérieux et au travail bien fait. Premier jour de l'examen du CEPD également dans la région éducative Plateau Ouest. La délégation conduite par le directeur régional a sillonné plusieurs centres d'écrit. Et là-bas, 17 000 candidats sont inscrits. Ramdan Bassina pour le compte rendu. Dans la région éducative Plateau Ouest, 17 000 candidats sont inscrits à l'examen du CEPD 2022. Ici, au centre d'écrit de l'EPP central de Kpalimé, la délégation de la direction régionale de l'éducation et les autorités préfectorales viennent s'enquérir du bon déroulement du début de l'examen. Le constat est vraiment très agréable. Tout est bien déroulé dans les normes. Les gestes de barrière sont respectés et les enfants aussi sont sereins. Il n'y a aucun accident dans le déroulement des choses. Je voudrais exprimer nos sentiments de gratitude et de reconnaissance au chef de l'État pour sa politique de l'éducation. Aujourd'hui, nous faisons l'étude de test. J'ai vu que l'étude de test que nous avons fait, c'est très difficile. J'ai révisé mes leçons. J'ai fait tous mes exercices. Cette année, je sais que le CPD que nous faisons, je vais réussir. J'ai vu que l'étude test qu'on fait, c'est facile. Je vais réussir pour aller en 6e cette année. La délégation a sillonné plusieurs centres d'écrit de la préfecture de Kloto, de Kpélé et d'Agou. Pour notre région, nous avons en moyenne 17 000 candidats, plus ou moins paritaires, puisque on a le chiffre des garçons légèrement supérieur à celui des filles. Pour pouvoir assumer correctement la coordination, nous avons réparti ces candidats dans 134 centres d'écrit, soit au total près de 280 surveillants et agents de liaison. L'examen du CPD constitue le deuxième test pour cette région éducative Plateau Ouest, après le baccalauréat, première partie. Et justement, dans la région éducative Plateau Ouest, notre équipe de reportage a suivi les préparatifs du premier jour d'examen de Jonathan. Ce jeune candidat affronte son tout premier examen. Entouré de ses parents, c'est confiant que le futur collégien, nous le souhaitons, débute son examen. Le compte-rendu et le dossier de Ramdan Bassina. Dans la famille d'Anha, Jonathan, 11 ans, passe le CPD. Le centre d'écrit est à environ 4 km de sa maison. Bien qu'il soit prêt pour le centre d'examen, en bon père de famille, Yaovi vérifie dans les détails les outils de son garçon. Les crayons de couleur, les cahiers, voilà, le compas. Il y a le stylo dedans. Voilà. Tu as le cache-nez, ça c'est très important aussi, la règle. Ok, je pense que tout est prêt. Tout est en ordre, mais sur place, quelques minutes de conseils pratiques de papa sont encore nécessaires. Est-ce que tu n'as pas un peu peur là? Non. Je suis sûr que je peux compter sur toi et j'espère que ça va aller. Tu gardes tout ton calme. En classe, tu prends le temps, tu prends la feuille et tu écris ton nom, prénom, le numéro de table. Tu prends tout le calme, tu travailles. Il ne faut pas te précipiter.
pour sortir. Je suis sûr, grâce à Jéhovah Dieu, tu vas y arriver. J'ai fait des exercices qui sont dans les annales que mon père m'a achetés. Et le premier jour de la rentrée, j'apprenais mes leçons. Aujourd'hui, je suis content de passer l'examen. Jonathan, comme à son premier jour à l'école, est conduit ce matin en classe par son père. Jonathan rejoint ses camarades au centre d'écrit de l'EPP central de Kpalimé. Face à lui, la première épreuve du jour, l'étude de texte, sa matière préférée. Nous souhaitons donc bonne chance au jeune Jonathan. Comment s'est déroulé ce premier jour d'examen dans le ZIO? Eh bien, les autorités administratives de la préfecture ont sillonné certains établissements pour elles aussi constater l'effectivité du démarrage du CEPD 2022 dans la zone. Le compte rendu avec Magloire Akwe et la voix de Dodo Waré. Quelques conseils aux élèves avant le démarrage de la première épreuve. L'étude de test. Il faut lire bien les épreuves. Il ne faut pas trop gommer, raturer les feuilles. Il ne faut pas salir vos feuilles. Plus de 42 000 candidats au rendez-vous de l'examen du CEPD dans la Maritime. 257 centres d'écrit pour cette année. Des conseils, mais aussi le constat des dispositions prises. Notre tournée a permis de découvrir que l'examen du CEPD a bien démarré, ici dans le ZIO et certainement partout dans la région maritime. Et nous avons vu les candidats qui ont répondu à l'heure et qui sont déjà en place. Dans certains établissements, même les épreuves ont déjà démarré. Nous disons sincère merci à toutes ces autorités éducatives qui ont mis le bouchée double pour permettre à ce que les examens de fin d'année démarrent aussi bien et pour que les choses se terminent en beauté. Ils en ont pour 3 jours et vont devoir mériter leur place au collège l'année prochaine. Tous devraient passer. Aucune des épreuves n'est hors programme, d'après la directrice régionale de l'éducation, région maritime. Concentration dans le traitement des sujets, vivement recommandée aux candidats. La pandémie de la Covid-19 est-elle toujours d'actualité au Togo? Eh bien, la question intéresse les acteurs politiques. La situation leur a été présentée ce mardi durant la réunion du cadre permanent de concertation. Et plusieurs autres sujets étaient également à l'ordre du jour de la réunion. On fait le point ce soir avec Ekoui Salah. Pour cette 3e réunion du cadre permanent de concertation, les questions sanitaires sont au cœur des préoccupations. La situation de la pandémie du Covid-19 au Togo est présentée aux acteurs politiques. Exercice mené par le médecin-colonel Mohamed Djibril, chargé de la coordination nationale de gestion de la riposte contre le Covid-19. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus appesantis sur la gestion du Covid. Donc nous avons eu le colonel Djibril qui avait nous présenter d'abord la situation depuis le début, les mesures prises par le gouvernement, la situation actuelle aujourd'hui. Et nous sommes bien heureux de constater que la maladie recule beaucoup, même s'il ne faut pas baisser les bras. Le deuxième point, c'était donc la mise en œuvre des recommandations du CNAP. La semaine dernière, à l'Assemblée nationale, nous avons voté 2 lois. La première portant sur la charte des partis politiques. On a fait une mouture de la charte des partis politiques. La deuxième portant sur le code électoral plutôt, puisque vous savez que nous allons organiser bientôt les élections régionales. Donc le ministre d'État nous a mis au frais. La mise en œuvre des recommandations de la concertation nationale des acteurs politiques est aussi passée en revue. Il s'avère qu'avec les derniers événements, les 52 propositions faites au gouvernement sont exécutées à 90%. D'autres sujets d'intérêt national seront discutés entre les acteurs politiques dans les prochains jours. Et parlons justement de la Covid qui était à l'ordre, la situation de la Covid qui était à l'ordre du jour de cette réunion du cadre permanent de concertation. Je vous donne la situation donc de la pandémie à ce jour du mardi 31 mai 2022. Le nombre de cas confirmés est de 37 095. 6 nouveaux cas enregistrés depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 36 782. 5 nouveaux guéris enregistrés depuis hier.
hier, le nombre de cas actifs s'élève à 40 et le nombre de décès est de 273. Un communiqué signé par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Et toujours au chapitre de la Santé, et le ministre de la Santé, toujours le professeur Moustapha Mijiawa, porte à la connaissance du public que des cas de variole de singe ont été notifiés dans plusieurs pays, dont ceux des régions du centre et de l'ouest de l'Afrique. Face à cette situation, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins a pris des dispositions, notamment le renforcement de la surveillance, la sensibilisation du public, la formation des acteurs de prise en charge, etc. La variole du singe est une maladie virale contagieuse qui peut infecter les personnes de tout âge. Elle se transmet par contact direct ou indirect avec du sang, des liquides organiques ou des lésions de la peau ou des muqueuses d'animaux infectés. La transmission interhumaine de personne à personne peut se produire par contact étroit avec des sécrétions respiratoires infectées, des lésions cutanées d'une personne infectée ou avec des objets récemment contaminés par des liquides biologiques. Cette maladie se manifeste généralement par de la fièvre isolée ou accompagnée d'autres signes, notamment cutanés. Face à cette situation, le ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins invite les populations à une vigilance plus accrue et à l'adoption de comportements suivants pour éviter de contracter cette maladie. Laver correctement et régulièrement les mains dans de l'eau saine et du savon ou de la cendre, surtout après manipulation d'animaux. Se protéger le nez et la bouche en cas d'éternuement ou de toux. Éviter tout contact avec le sang ou autre liquide biologique d'une personne suspecte. Devant toute suspicion, informer le personnel du centre de santé le plus proche pour une prise en charge rapide et adéquate. La variole du singe peut être guérie si elle est détectée et prise en charge précocement dans un centre de santé. Le ministre en charge de la Santé compte sur le civisme et la vigilance de tous dans la lutte contre cette maladie. C'était donc là le communiqué de professeur Moustapha Mijiawa, ministre en charge de la Santé. Et la suite de cette édition avec l'actualité à l'international en Côte d'Ivoire, avec cette nouvelle depuis hier, Charles Blé Goudé a reçu officiellement son passeport ivoirien. Regardez. C'est avec un large sourire que Charles Blé Goudé pose avec son passeport ordinaire ivoirien devant le portrait officiel d'Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire. L'ancien ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo a obtenu ce document lundi à La Haye, aux Pays-Bas, un an après son acquittement de crimes contre l'humanité par la CPI. Une étape vers la fin de son exil forcé. Charles Blé Goudé, selon ses avocats, a exprimé sa reconnaissance au président ivoirien pour son implication personnelle dans le processus. Le président du Congrès panafricain pour la jeunesse et l'égalité des peuples a dans la foulée réitéré son intention de regagner la Côte d'Ivoire afin d'apporter sa pierre à la consolidation de la réconciliation nationale. Un retour au bercail dont le calendrier sera établi avec les autorités ivoiriennes, précisent ses conseils, alors qu'il a été condamné par contumace en Côte d'Ivoire à 20 ans de prison pour des faits liés à la crise post-électorale de 2011. Retour en page nationale. Hier lundi, le Conseil des ministres s'est réuni sous la conduite du chef de l'État, Faure Zimna Zingbe. Et à l'issue donc de ce conseil, le porte-parole du gouvernement a animé une conférence de presse. Entre autres questions de ses interlocuteurs qui étaient les journalistes présents, le ministre est revenu sur la journée nationale de l'arbre qui sera célébrée officiellement demain 1er juin. Je vous propose ce soir de suivre l'intégralité de cette conférence de presse. Je suis Neftali Ledi, journaliste à Financial Afrique. Ma première question, vous avez adopté un avant-projet de loi relative à une loi sur les transactions électroniques.
comment expliquer les transactions électroniques aux Togolais lambda afin qu'ils comprennent ce dont il s'agit? Les transactions électroniques, pour faire simple, sont un ensemble d'échanges que nous faisons au quotidien désormais, ne serait-ce qu'en achetant via Internet, via une application, en commandant à manger. On fait une transaction électronique. Lorsque l'on fait une opération financière, si l'on prend l'exemple de, on est obligé de ne pas citer des marques, une opération à travers laquelle vous envoyez de l'argent à quelqu'un par le biais d'Internet, vous faites une transaction électronique. Donc, vous commandez à manger par Internet, vous commandez un taxi ou une moto par le biais d'une application là aussi, vous faites une transaction électronique, très simplement. Je suis Olivier Adja, de l'agence de presse AfriPresse et du journal Harakiri. Et sur la même question des transactions électroniques, j'aimerais savoir quelles sont les principales innovations qui ont été apportées à cette loi. Et qu'est-ce qui a motivé, ou du moins, qui a mené le gouvernement à vouloir retoucher donc, à la loi qui existait déjà sur les transactions électroniques? La loi sur les transactions électroniques date de 2017. Donc, notre pays, au rang d'un certain nombre d'autres, a très rapidement cherché à encadrer les échanges qui se font par voie électronique. Donc, nous avons, depuis 2017, un cadre général sur les transactions électroniques. Et ce cadre permet de définir, par exemple, l'écrit électronique, de définir la construction de la relation entre le fournisseur du service électronique et le client du service électronique. Mais, comme cela a été indiqué dans le communiqué, vous le savez, la technologie avance ou évolue très rapidement. Et les ambitions du gouvernement imposent une adaptation régulière de la loi au regard de ces évolutions technologiques. Aujourd'hui, il a été question notamment d'intégrer dans le corpus juridique de notre pays la copie électronique, le cachet électronique, la conservation de la signature électronique et de créer le coffre-fort numérique. Alors, pourquoi? Vous le savez, la stratégie du gouvernement est assise d'abord sur l'identification biométrique de toute personne habitant sur notre territoire afin d'attribuer un numéro unique identifiant ces personnes-là et de faciliter les interactions entre ces personnes-là et les administrations. Concrètement, aujourd'hui, avec l'adoption de ce texte, chaque citoyen est appelé à avoir ce qu'on appelle un coffre-fort numérique. Et ce coffre-fort numérique peut servir techniquement à conserver des documents que les personnes échangent avec l'administration. Une fois que le processus de digitalisation sera finalisé, lorsque vous demandez par exemple un casier judiciaire en ligne, vous pourriez le stocker dans un coffre-fort numérique. Lorsque vous demandez un acte de naissance complètement dématérialisé, vous pourriez le stocker dans un coffre-fort numérique. Si on prend l'exemple du cachet numérique, pour pouvoir authentifier une opération ou un document, il sera possible d'apposer un cachet numérique. Cela peut consister en un QR code que l'on génère pour authentifier le document, jusqu'à la signature électronique qualifiée qui permet d'atteindre un niveau de sécurisation assez élevé. Donc on le voit au total, cette réforme a pour objet de compléter le corpus législatif existant pour permettre à l'État, au gouvernement, d'aller encore plus vite dans sa stratégie de digitalisation de nos échanges dans notre pays. Moi, c'est Arnie Akrobessi de Radio Pyramide FM. Questions porteront sur les préparatifs des campagnes de reboisement qui se succèdent depuis 1977. Est-ce que le Togolais lambda s'est approprié cette journée du 1er juin? Et si ce n'est pas le cas, quelle stratégie, quelles mesures incitatives pour une adhésion massive? Alors, vous faites bien de le rappeler, le concept de journée de l'arbre date de 1977, 1er juin 1977. Et aujourd'hui, lorsque vous sortez en ville, les restes, ou en tout cas les dividendes de cette belle idée sont visibles, notamment sur le boulevard Gnassingbé et Adéma. Donc, nous sommes en présence d'une initiative qui brillante à l'époque, le reste aujourd'hui.
Au fil des années, l'on a noté de façon très factuelle que la journée s'arrêtait au 1er juin et l'efficacité recherchée n'était plus atteinte. Donc à partir de là, et dans sa stratégie, le gouvernement a décidé de changer d'approche et de faire en sorte que désormais, le 1er juin devienne la journée de lancement d'une campagne de reboisement qui devrait s'étaler sur la durée de l'année. Pour quelle raison? Tout simplement parce que notre couvert forestier, depuis quelques années, a perdu de sa superbe. Nous avons, pour des raisons diverses, vu le couvert forestier se dégrader au fur et à mesure. Donc il fallait changer d'approche pour reconstituer dans un délai relativement court ce couvert forestier et le maintenir sur la durée. Alors, est-ce que les populations adhèrent à la démarche? Moi, ma réponse, elle est immédiate. La réponse est oui. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous prenez tous les Togolais, ils savent à minima ce que c'est que le 1er juin. Ils savent que le 1er juin, il faut au moins planter un arbre. Et autour de nous, on le voit, et si on prend le passé récent, c'est-à-dire l'année dernière, on a vu la mobilisation des uns et des autres autour de ce changement d'approche, de ce changement de paradigme. Donc on peut objectivement penser que le gouvernement adhère, que la population adhère. Mais au total, lorsqu'on demande à chacun d'entre nous de planter un arbre, d'abord il le plante pour lui-même. Il le plante pour lui-même et ensuite il le plante pour les autres. L'environnement dans lequel nous vivons est un environnement qui nous appartient à tous, ce qui nous impose à tous de participer à sa préservation et à sa consolidation. Et pour dire les choses de façon terre à terre, si aujourd'hui je plante des arbres dans ma maison et que ces arbres me fournissent ne serait-ce que l'ombre, quelqu'un qui n'a pas planté des arbres chez lui ne viendra pas dormir chez moi. Donc, nous devons tout simplement continuer à nous mobiliser, comme cela a déjà été le cas, et faire de cette campagne de reboisement un succès ultime. Selon un rapport publié la semaine dernière par la Banque africaine de développement, les effets du changement climatique sur le Togo sont plus visibles dans l'agriculture, qui tombe à 24,7% du PIB contre 37,3% en 2008. En quoi donc cette campagne nationale de reboisement peut-elle constituer une solution au phénomène du changement climatique qui affecte aujourd'hui la population et dont 60% sont actifs dans l'agriculture? Merci. Il me semble que la campagne de reboisement est une solution toute trouvée, tout simplement parce que, vous savez, les connaissances ont beaucoup évolué. Et je voudrais d'ailleurs citer un exemple récent. À l'Université de Lomé, un centre d'excellence sur les changements climatiques et l'utilisation des sols a fêté ses 10 ans. Et de ce que la science nous apporte ou nous démontre, on sait aujourd'hui que l'on peut d'ailleurs associer l'agriculture à la forêt, agroforesterie. Aujourd'hui, l'on peut élever des forêts en lien avec l'agriculture. C'est un premier élément. Mais à côté de cela, vous savez, si vous faites de l'agriculture et que la pluviométrie n'est pas bonne, vous ne pourriez pas avoir de rendement. Donc il est nécessaire de s'assurer une bonne couverture forestière pour attirer la pluie. Et au-delà de cela encore, vous savez, notre pays est en pointe sur la fertilité, l'étude des sols. Nous avons aujourd'hui, et nous sommes les premiers d'ailleurs, à avoir une carte de la fertilité des sols complète sur toute l'étendue du territoire. Quelle leçon on en tire? La première leçon, c'est que nous pouvons aujourd'hui tirer un meilleur parti de l'utilisation des sols pour améliorer notre productivité. Autrement dit, nous n'aurons pas besoin de détruire une surface ou des surfaces plus importantes pour avoir de meilleures productions. Et pour compléter cet élément, la politique du gouvernement s'inscrit en matière agricole désormais autour des zones d'aménagement agricole planifiées. Donc, un travail de planification est fait en amont. Les zones qui doivent être emblavées sont déterminées et tout cela
en parfaite corrélation avec les exigences en matière de couvert forestier. Donc, vous savez, je pense que tout cela peut être entendu comme des éléments cohérents, des éléments qui peuvent aller ensemble afin d'améliorer notre production agricole. Ok, qui dit reboisement dit lutte contre la déforestation. Et on sait qu'aujourd'hui, la plupart des populations utilisent le bois ou encore le charbon de bois pour faire du feu. Quelle stratégie le gouvernement met en place aujourd'hui pour inciter ou encore encourager les populations à l'utilisation des mesures alternatives? Sur l'utilisation du bois et du charbon de bois, il est vrai que la pratique peut être critiquée. Mais il n'y a pas lieu de jeter l'anathème sur qui que ce soit, parce qu'on le sait très bien, ce sont des nécessités de situation qui imposent parfois l'utilisation du bois. Et lorsque vous observez la structuration de notre pays, vous verrez que dans les zones urbaines, le gaz notamment est accessible, le gaz domestique. Et justement, notre pays subventionne le gaz pour faire en sorte que son utilisation soit démocratisée. Mais des difficultés en termes d'approvisionnement, notamment dans les zones rurales, peuvent expliquer que dans ces zones-là, il n'y ait pas une utilisation suffisante du gaz. En marge de cela, je pense qu'il y a d'autres actions qui sont menées par le gouvernement, notamment la promotion des foyers améliorés, qui permettent d'utiliser moins de bois, mais d'avoir une satisfaction en termes de résultats. Mais au total, en réalité, l'on ne pourra pas abolir à 100% l'utilisation du bois. Ce qu'il faut continuer à faire, c'est d'améliorer le couvert forestier, de telle sorte que, entre le bois utilisé et le reste qui nous sert de couvert forestier, la part la plus importante reste au couvert forestier. Et le Conseil des ministres a aussi examiné, ou du moins travaillé sur le découpage électoral et les élections, je crois, régionales. J'aimerais savoir quels sont les critères sur lesquels le gouvernement s'est basé ou se base pour procéder à ce découpage-là. Sur la répartition des conseillers, le critère clé qui a été retenu reste le critère démographique. Donc aujourd'hui, jusqu'à 900 000 habitants, l'on retiendra 25 conseillers. De 900 000 jusqu'à 1 400 000, l'on retiendra 31 conseillers. Et au-delà de 1 400 000, l'on retiendra 43 conseillers. Donc, c'est spécifiquement des critères démographiques qui ont commandé cette répartition. Une part particulière, justement, est réservée au chef-lieu où on a 7 conseillers. Dernière question concerne la révision du Code de procédure pénale. J'aimerais savoir quels sont les avantages que cette initiative peut avoir pour les justiciables togolais, pour les praticiens du droit et aussi pour même les prévenus. Voilà. Le Code de procédure pénale de notre pays date de 1983. Et l'on a pu noter que certaines des dispositions de ce code ne répondaient plus aux exigences de l'actualité. D'où la nécessité d'apporter des modifications à ce code-là dans le cadre du Programme national de modernisation de la justice. Aujourd'hui, nous avons un projet qui est complet et qui comporte 1447 articles et qui nous permet de nous projeter dans une certaine modernité. Ce code répond, on va dire, aux exigences, aux grands standards internationaux en matière de liberté individuelle et de la protection de la dignité des individus. Les innovations sont nombreuses. On peut citer, entre autres, la possibilité aujourd'hui pour les juges de proposer des alternatives non seulement à la poursuite, mais aussi à la détention. Concrètement, au lieu de détenir quelqu'un de façon provisoire ou même de façon définitive, l'on peut envisager des solutions comme le bracelet électronique, qui permet à une personne de ne pas se retrouver enfermée, mais d'être quand même disponible pour la justice.
On a des alternatives en termes de peine, et on pense ici aux travaux d'intérêt général qui évitent à quelqu'un de se retrouver là aussi en prison, mais à apporter en termes de rédemption une solution à la société. Il y a une part belle qui est faite à la garantie des droits individuels. On a un nouveau degré en termes de procédure qui permet de faire appel en matière criminelle. Nous ne l'avions pas. Et c'est une évolution, là aussi, non négligeable. Des infractions qui n'étaient pas prises en compte, en tout cas la procédure autour de certaines infractions qui n'étaient pas prises en compte dans l'ancien code de procédure pénale. Ces infractions-là sont désormais prises en compte. Je pense à la piraterie maritime, je pense au terrorisme notamment. Et pour tout dire, nous avons aujourd'hui un code de procédure pénale qui garantit les libertés individuelles, qui permet aux justiciables de pouvoir défendre ses droits dans de meilleures conditions, mais aussi qui assure une certaine célérité de la procédure et la modernisation de façon définitive de la justice. Et voilà, donc c'est sur cette intégralité de la conférence de presse qui a suivi le compte-rendu du Conseil des ministres hier lundi, une conférence de presse animée donc par professeur Akoda Ayeou, Adam, ministre en charge de la communication, porte-parole du gouvernement. C'est sur cette intégralité donc que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.